Heureuse de vous retrouver pour une demi-heure d'information. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Le vice-président de la République séjourne à New York aux États-Unis dans le cadre de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Au nom du chef de l'État, Timoko Méliette Koné a fait une intervention ce jeudi à la tribune de l'organisation. La paix, la sécurité mondiale, la lutte contre le terrorisme sont entre autres des thématiques abordées. Le démarrage des audiences pour le contentieux électoral des municipales et régionales est effectif depuis ce jeudi 21 septembre. Sur les 14 premiers recours délibérés, une seule requête renvoyée. Les 13 autres formulées contre les candidats élus pour cette première audience ont été jugées recevables, mais pas fondées. Nous parlerons économie dans ce journal. Bonne nouvelle pour l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle enregistre une croissance de 5,7% au deuxième trimestre de l'année 2023. Les chiffres livrés ce vendredi au cours du Conseil des ministres de l'Union à Abidjan. Merci de vous informer en notre compagnie. Nous vous le disions en titre, le vice-président de la République est à New York dans le cadre de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Timoko Méliette Koné a prononcé une allocution à la tribune des Nations unies. Il a profité pour présenter les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. C'était ce jeudi 21 septembre 2023. On fait le point avec Viviane Haïma. Dans le cadre de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, le débat général se tient du 19 au 26 septembre sur le thème « Rétablir la confiance et raviver la solidarité », accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et la durabilité pour tous. Le jeudi 21 septembre, le vice-président de la République, Koné Timoko Méliette, a prononcé au nom du président de la République Alassane Ouattara une allocution dans le cadre du débat général. Pour rappel, c'est lors de sa 70e session ordinaire qui s'est tenue du 25 au 27 septembre 2015 que l'Assemblée générale de l'ONU avait adopté un programme de développement durable pour transformer le monde en 15 ans, soit à l'horizon 2030, et qui prévoit la réalisation de 17 objectifs de développement durable, ODD, au nombre desquels l'éradication d'ici 2030 de la pauvreté et la faim dans le monde. La 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tient en cette année 2023, vient de faire un bilan à mi-parcours. À l'heure du bilan, nous devons nous rendre à l'évidence que les ressources attendues pour le financement de cet important agenda manquent à l'appel, notamment pour les pays en développement. Face à ce constat, il nous faut agir vite et faire preuve de solidarité afin que le financement des objectifs de développement durable soit pérenne et prévisible. La noble ambition de l'agenda 2030 ne peut continuer d'être tributaire des dépenses de sécurité qui augmentent d'année en année à travers le monde. Nous devons pour cela, réduire sans délai le coût des conflits qui minent le développement de nos pays en privilégiant la prévention des conflits et les mécanismes de leur règlement pacifique. Dans le même temps, nos gouvernements doivent renforcer la résilience de nos économies afin qu'elles contribuent au financement des ODD. C'est dans cette perspective que la Côte d'Ivoire accueille avec un intérêt tout particulier la proposition du secrétaire général d'un nouvel agenda pour la paix, destiné à repenser nos priorités en matière de préservation et de consolidation de notre sécurité collective. Il est temps que la communauté internationale se mobilise et agisse, afin que les parties au conflit en Ukraine et l'ensemble de leurs partenaires extérieurs s'engagent dans la voie d'un règlement politique de cette guerre. Au regard de sa portée, de ses conséquences et des flux financiers qu'elle mobilise, la guerre en Ukraine porte un coup certain au financement de l'agenda des ODD. La lutte contre le terrorisme coûte cher aux pays africains, et particulièrement à la Côte d'Ivoire, qui accueille sur son sol des milliers de réfugiés issus des pays voisins en crise. Ces importantes ressources financières manqueront à coup sûr au financement des dépenses prioritaires
des ODD. Cependant, le vice-président de la République a profité de cette tribune mondiale pour présenter les progrès économiques et sociaux de la Côte d'Ivoire sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara, ainsi que les avancées démocratiques enregistrées par la Côte d'Ivoire. Sous l'égide du président de la République, la Côte d'Ivoire consolide ses avancées démocratiques. En témoigne notamment le bon déroulement des récentes élections municipales, régionales et sénatoriales que nous venons d'organiser respectivement les 2 et 16 septembre 2023. Ces élections ont vu la participation de toutes les grandes formations politiques du pays et se sont déroulées dans la transparence et dans un climat apaisé, démontrant ainsi la maturité politique du peuple ivoirien. La stabilité, la paix et la démocratie qui règnent en Côte d'Ivoire permettent au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de poursuivre son œuvre de transformation et de modernisation de son pays. Les progrès formidables réalisés par la Côte d'Ivoire dans tous les secteurs ont favorisé les avancées significatives dans la mise en œuvre des ODD. La solidité de l'économie ivoirienne a permis de baisser considérablement le taux de pauvreté, qui se situe aujourd'hui autour de 36% contre 56% en 2011. Ce taux devrait se réduire davantage et descendre à 20% en 2030. Nous faisons tous le même constat. Nos États sont loin d'être dans la position de pouvoir réaliser des ODD d'ici à l'échéance 2030. Le financement de notre agenda du développement nous rappelle l'urgence d'inscrire notre action dans le cadre du multilatéralisme qui est tout indiqué pour aborder les défis globaux du moment. Le débat général de l'ONU est une tribune qui offre l'occasion chaque année aux chefs de délégation venus du monde entier d'exprimer les points de vue de leurs États respectifs sur les grandes questions internationales d'actualité soumises à l'examen de l'Assemblée générale. Nous sommes dans la période post-électorale, une période où les contentieux sont traités, notamment pour les sénatoriales. À présent, un communiqué émanant de la CEI, Commission électorale indépendante, communiqué lu par Abou Sanogo. La Commission électorale indépendante, CEI, a proclamé solennellement le 16 septembre 2023 les résultats provisoires des élections des sénateurs qui se sont tenues le même jour. Suite à cette proclamation et à l'expiration de la période légale pour les réclamations et les contestations des résultats provisoires, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une seule requête tendant à l'annulation de l'élection de M. Kwaku Nyaragbe Kwadjo et Kakou Kwasi Christophe dans la circonscription électorale numéro A2 du district autonome de Yamoussoukro. Le 21 septembre 2023, cette requête a été rejetée par le Conseil constitutionnel. En conséquence de ce qui précède, tous les résultats provisoires des élections des sénateurs proclamés le 16 septembre 2023 sont devenus définitifs. Toujours dans la même veine, les audiences pour le contentieux des élections locales ont démarré hier jeudi 21 septembre au siège du Conseil d'État dans la commune de Cocody. Sur les 14 premiers recours délibérés, une seule requête dont la délibération est renvoyée à l'audience du 28 septembre prochain. Les 13 autres formulées contre les candidats élus pour cette première audience ont été rejetées par le Conseil d'État. Konaté Moussa. Contentieux électoral municipal et régional. Pour sa première audience de délibération, le Conseil d'État a examiné 15 dossiers, 15 requêtes formulées contre des élus lors du scrutin du 2 septembre dernier. À l'issue des délibérations tenues le jeudi 21 septembre, seule la requête de la candidate du RHDP dans la commune d'Aféry, région de Lamé, est reportée à l'audience du 28 septembre prochain. Il s'agit pour le Conseil d'État de se donner du temps afin de mieux examiner le dossier. Les 14 autres requêtes enregistrées sont jugées recevables mais mal fondées selon l'institution judiciaire en charge du contentieux électoral. Il s'agit de 8 requêtes pour les communes que sont Grand Bérébi, Sassandra, Ayamé, Worofla, Kounaïri avec 2 requêtes formulées, Adzopé et Man. Et 6 pour les régions, à savoir le Tompi, la Nawa, les Grands Ponts avec 2 requêtes formulées, l'Indéni-Douablin et le Cavali. Notons que la prochaine audience de délibération dans le cadre du contentieux électoral par le Conseil d'État est prévue le mardi 26 septembre.
La séance portera sur l'examen de 16 requêtes formulées par des candidats à l'élection couplée municipale et régionale du 2 septembre dernier. Après la gestion des contentieux, une autre étape tout aussi importante dans le processus électoral, la désignation du maire et ses adjoints. Elle se fait dans le strict respect de certaines règles en la matière, lesquelles? Réponse dans ce reportage de Marie-Chantal à Candan. À l'issue des élections locales, les premières réunions des conseils municipaux se tiennent en ce moment à travers le pays. Et l'objectif principal est de renouveler les organes de gouvernance locale, conformément aux tests et lois en vigueur. Le processus est régi par la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales. La commission électorale transmet cette liste gagnante, qu'on appelle liste définitive, au ministère de l'Intérieur qui assure la tutelle des collectivités à l'effet de procéder à l'élection du maire et de ses adjoints. Pour le renouvellement des organes, c'est le préfet qui convoque la première réunion. La commune de Koumansi ne fait pas exception à la règle. Son conseil municipal a été officiellement installé en présence du préfet du département d'Abidjan. Suite au vote, le maire sortant, Ibrahim Sisseba Congo, a été élu par la majorité des conseillers municipaux. Nous avons commencé un travail ensemble. Ce travail n'est pas encore terminé. Il faut qu'on le poursuive et qu'on aille encore plus loin. Je leur dis merci. À travers eux, dis merci également à l'ensemble des populations de Koumassi, le conseil municipal et moi-même, faire en sorte de ne pas les décevoir. Nous allons faire en sorte d'être encore plus à leur écoute, afin de mieux répondre à leurs attentes et à leurs aspirations. Il est arrivé que dans certains cas de figure, la tête de liste ne soit pas élue par les conseillers municipaux, tel que le cas de la commune de Daloa en 2018. Et c'est à la première séance présidée par le préfet. Ceux qui sont candidats se prononcent, lèvent le doigt et l'élection se passe poste par poste. Donc vous pouvez être tête de liste, vous avez certainement la majorité, mais vous pouvez ne pas être maire de la collectivité. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de Daloa. Et cette année, vous avez le cas de Tironi Aradougou, où la tête de liste n'a pas été élue maire de la commune. Le directeur général de la décentralisation a rappelé le rôle central de la décentralisation dans la structuration et l'efficacité des collectivités locales. S'il y a des mésententes qui sont sujettes à bloquer le processus d'organisation et de fonctionnement du conseil municipal, en ce moment, l'autorité de tutelle intervient d'abord pour procéder à la conciliation. Et si cette conciliation n'aboutit pas, en ce moment-là, on met la collectivité sous tutelle. On désigne une délégation spéciale composée de 4 à 7 membres qui vont gérer les affaires courantes pendant 3 mois, renouvelables une fois. Et faire en sorte que pendant la gestion de cette délégation, des pourparlers se poursuivent pour ramener le calme, la paix, la sérénité dans le Conseil. Pour Dr Fidel Yapi, directeur général de la décentralisation et du développement local, cette démarche est essentielle dans une perspective de garantir la continuité et la gouvernance locale et de promouvoir ainsi une administration transparente et performante au niveau local. De la désignation des conseillers municipaux aux élus régionaux, le pas est franchi. Dans le sud de Comoé, Eugène Akawele, réélu pour les 5 années à venir. Une cérémonie de prise de fonction a donc été organisée ce vendredi dans la ville d'Aboasso, rencontre tenue en présence des cadres de la région. Amidia Souba, Didier Nguessan. C'est en présence des fils et filles de la région du Sud Comoé que Eugène Akawele, président réélu à la tête du conseil régional, est investi pour un mandat de 5 ans. Une soixantaine de conseils régionaux vont l'assister dans cette mission. Il a reçu les attributs qui lui confèrent le titre de président du conseil régional des mains de Légré Koukouignon, préfet du département d'Aboasso. Ce qui guide les actions du conseil régional, c'est le bien-être des populations. Entreprendre des actions, initier, monter, développer des actions qui touchent les populations. Très heureuse de voir que le président Akawele a été reconduit. Je pense que la population du Sud Comoé est très satisfaite des résultats du président Akawele.
parce que c'est un développeur, c'est un bâtisseur. Il a exhorté son équipe à donner le meilleur d'elle afin de mériter la confiance des populations. Il faut dire que la paix est le préalable à tout développement. De même, en ce qui concerne les collectivités territoriales, en ce qui concerne le développement de proximité, la cohésion de l'équipe est un véritable préalable au développement. S'il n'y a pas de cohésion dans l'équipe, c'est à désespérer quand on aille vers les objectifs qu'on s'est fixés, quelles que soient les compétences des uns et des autres. Le président du conseil régional élu entend mettre l'accent sur la cohésion sociale et achever plusieurs chantiers dans le sud Comoé. Même ambiance dans la région du Lodjiboa. Amédée Kofi Kwaku, nouveau président du conseil régional, a procédé ce vendredi à la présentation des membres de son équipe. C'était au siège du conseil dans la ville de Divo. Les nouveaux dirigeants entendent poursuivre et renforcer les actions de développement en faveur des populations. Khalil Diomondé, Zakaria Traoré. 21 jours après son élection à la tête du conseil régional du Lodjiboa, Amédée Kofi Kwaku dévoile la composition de son équipe aux forces vives de la région. Il sera appuyé dans ses missions par 6 vice-présidents, dont 3 femmes, comme pour traduire son attachement au principe de parité. Avec eux, 59 conseillers régionaux. Le peuple du Lodjiboa fonde beaucoup d'espoir en la nouvelle équipe dirigeante. On souhaite que ce nouveau conseil qui vient d'être installé soit vraiment un conseil de développement. Au niveau de la santé, il faut beaucoup de dispensaires. Il vient, c'est pour nous apporter d'abord les routes, l'électrification et apporter de l'eau, voilà, dans nos différents villages. Il faut que tout le monde soit inclus, tous les partis politiques soient inclus dans cette affaire pour que notre région se développe. Avec son programme quinquennal de développement, le nouveau président entend bien répondre aux aspirations des populations, et ce, en impliquant tous les fils et les filles de la région, sans distinction de parti politique, ni d'ethnie, encore moins de religion. Le conseil régional, c'est pour le développement. Et le développement n'a pas de couleur. Quand on fait une route, on donne de l'eau, c'est pour l'ensemble des populations, qu'on soit RHDP, PPACI ou PDCI. N'ayez crainte. Avec nous, tout ce qui compte, c'est le travail. Je veux dire qu'il faut que nous puissions travailler pour améliorer les ressources propres du conseil régional. Parce que si on a des ressources, on peut donner de l'eau aux populations, on peut construire des écoles, on peut construire des centres de santé. Donc l'appel que je lance au personnel du conseil régional, c'est de nous engager résolument. La passation de charges actant sa prise officielle de fonction se tiendra le 29 septembre prochain. En attendant, Amédée Kofi Kwaku essaie de faire des heureux. Il a offert des kits scolaires à une vingtaine d'orphelins de la région du Lodjiboa. Une note de santé à présent. La campagne de lutte contre la poliomyélite, cette maladie virale, vient d'être lancée dans la ville d'Alépé. 6,7 millions d'enfants sont ciblés et les 113 districts sanitaires du pays sont concernés, et ce, jusqu'au 25 septembre 2023. Didier Nguessan. 1 et 2 gouttes. Ces enfants sont ainsi vaccinés contre la poliomyélite. Ces mères de la commune d'Alépé sont mobilisées pour protéger leurs enfants contre cette maladie invalidante. L'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite travaille à bouter la pathologie hors de la Côte d'Ivoire. Depuis le début de la lutte contre la poliomyélite, les parties prenantes n'ont ménagé aucun effort en faveur des actions visant à éradiquer cette maladie invalidante. Cela a permis d'interrompre la circulation du poliovirus sauvage dans la région africaine. Ces flambées, bien que rares, se développent dans des communautés où les enfants sont insuffisamment vaccinés ou pas du tout vaccinés. 6 700 000 enfants vont recevoir durant 4 jours leur dose de vaccin. Cette campagne a pour objectif de renforcer la protection de 6 702 761 enfants âgés de 0 à 5 ans sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ces 4 jours, tous les enfants de 0 à 5 ans doivent recevoir gratuitement leur dose de vaccin
même si ils sont à jour de leur vaccination. L'Organisation mondiale de la santé a détecté une épidémie de poliovirus dans la région africaine, dont la Côte d'Ivoire. Cette campagne nationale permettra d'immuniser le plus grand nombre d'enfants. Un autre fléau tout aussi néfaste pour les jeunes, le Kadhafi. Cette substance constituée de produits antalgiques associés à des boissons énergisantes pour produire chez les utilisateurs des effets euphorisants. Face à ces impacts négatifs sur les populations, la police nationale est en alerte. Elle traque les points de vente. Ce vendredi, le préfet de police et plusieurs services ont mené une opération de contrôle inattendue. Écoles, gares et plusieurs marchés du district autonome d'Abidjan ont été visités. Les autorités policières mènent à la fois la sensibilisation et la répression. Signalons que depuis le début de l'année, environ 35 kilos de médicaments en lien avec la substance Kadhafi ont été saisis. Et toujours pour le bien-être des jeunes, ce vendredi 22 septembre, la Sénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a procédé au lancement du plan de réponse d'urgence au phénomène des enfants en situation de rue. 100 enfants dans la commune de Cocody ont été visités. Ils ont ainsi intégré le premier centre d'accueil pour enfants en situation de rue de la commune de Yopougon. Signalons que la somme d'1,2 milliard de francs CFA est approuvée par le président de la République pour la réalisation de ce projet qui, à terme, verra la construction de 5 centres d'accueil. Parlons salubrité. L'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, a organisé un atelier de renforcement des capacités des journalistes pour une gestion durable des ordures ménagères. Objectif, impliquer davantage les médias sur les questions d'environnement. Grâce Kondo. Dans le district d'Abidjan, chaque ménage produit environ 1 kg de déchets par jour, ce qui fait plus de 4000 tonnes de déchets collectés par les opérateurs du secteur. Pour une gestion rationnelle et optimale, l'Agence nationale de gestion des déchets sollicite l'appui des médias dans le cadre de la sensibilisation, d'où ce séminaire. Ce séminaire nous a permis de maîtriser un peu plus en matière de matériel le maillage qui est fait sur le plan national. Quels sont les différents axes sur lesquels l'État se focalise pour assainir notre cadre de vie. Et je pense que c'est une bonne chose de nous donner les rudiments. Il y a des perspectives pour améliorer la gouvernance de ce secteur. Et nous, les journalistes, avec ce qu'on a comme information aujourd'hui, nous allons renforcer le relais en matière de diffusion d'informations. Renforcement des capacités des journalistes pour une plus grande implication des médias dans le processus de gestion des déchets solides. Thème de cette rencontre. En votre qualité de média et de facto de professionnel de la communication, vous avez le pouvoir et la responsabilité d'impacter l'opinion publique afin de susciter des changements qualitatifs dans notre société. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de mettre en lumière un enjeu qui touche directement à notre environnement et à notre qualité de vie. Une visite de terrain au Centre de valorisation et d'enfouissement technique a permis de découvrir le fonctionnement de ce site situé à une 50aine de kilomètres d'Abidjan sur l'autoroute du Nord. Un autre communiqué, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informe les élèves, les parents d'élèves et toute la communauté éducative que les inscriptions en ligne des élèves des lycées et collèges de l'enseignement général qui ont débuté le dimanche 27 août 2023 prendront fin le dimanche 24 septembre 2023 à 23h59. Une croissance de 5,7% des chiffres qui rassurent les pays membres de l'UEMOA. Ils étaient réunis aujourd'hui à Abidjan en session ordinaire, la 3e au titre de cette année 2023. De nombreuses décisions ont sanctionné ce Conseil des ministres. Léon Brou. La Guinée-Bissau, principale attention de ce 3e Conseil des ministres des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, excepté le Niger sous sanction de la conférence des chefs d'État en raison du coup d'État, les 7 autres pays de l'Union ont adopté à l'unanimité le programme spécial d'appui technique et financier de l'UEMOA à la Guinée-Bissau. Ce programme permettra assurément de renforcer les capacités des ressources humaines de l'administration publique et les capacités productives de ce pays à travers les projets identifiés dans les secteurs clés
dont notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, la pêche, l'économie et les finances, les infrastructures, l'industrie et le commerce. En faveur de tous les États membres, est mis en place un fonds pour financer les études de faisabilité des projets climat. Question d'aider les pays de l'Union à mieux appréhender la problématique du climat. Les autres projets adoptés par le Conseil des ministres concourent à la mobilisation accrue et durable des ressources financières, visées ici la stabilité monétaire et la croissance économique. Celle de l'ensemble de l'UEMOA au deuxième trimestre 2023 se chiffre à 5,7%. Les économies de l'Union ont fait preuve de résilience avec une croissance économique de 5,7% au deuxième trimestre 2023, après 5,6% un trimestre plus tôt. Cette progression de l'activité a été portée par la hausse de la valeur ajoutée dans tous les secteurs. Le taux d'inflation en glissement annuel s'est établi à 4% au deuxième trimestre 2023 contre 5,3% un trimestre plus tôt. Cette décélération du niveau général des prix est essentiellement imputable aux mesures de lutte contre la vie chère prises par les États membres et de politique monétaire de la Banque centrale. 5,6%, la croissance attendue par l'Union au 31 décembre 2023. Le troisième Conseil des ministres exhorte donc les États membres de l'UEMOA à poursuivre les relations harmonieuses avec les partenaires au développement. La cohésion nationale, toujours au cœur des actions publiques, le médiateur de la République poursuit ses activités à l'intérieur du pays. Il a récemment installé son représentant dans la région du Tchologo. On en sait un peu plus avec Eugène Atoubé. Un événement très attendu et objet de toutes les attentions, l'installation du représentant dans la région du Tchologo du médiateur de la République en la personne de Ouattara Kekorobanyuma. Il est officiellement présenté aux autorités préfectorales, élus, chefs coutumiers, autorités religieuses et populations par Adama Tongara, le médiateur de la République. Monsieur Ouattara Kekorobanyuma, dans sa fonction de médiateur délégué en charge de la région du Tchologo et au regard de ses qualités, Ouattara Kekorobanyuma bénéficie de toute la confiance de l'institution. Excellence, Monsieur le médiateur de la République, je ne faillirai pas à cet engagement jusqu'au dernier souffle de ma vie. Sur le temps consacré à l'optimisme, Adama Tongara exhorte toutes les populations à accompagner sans retenue son collaborateur dans sa charge, en cohérence avec la mission du médiateur de la République. Mission résumée en la promotion de la paix et le maintien de la cohésion sociale. M. Ouattara s'est mis au service des populations locales. Je reste convaincu qu'il saura mettre à profit cette expérience dans l'accomplissement de ses missions de protection des droits des citoyens et du maintien de la cohésion sociale dans cette belle région du Tchologo. Ouattara Kekorobanyuma peut commencer sa mission. Le siège du médiateur délégué du Tchologo est déjà fonctionnel, équipé et doté de toutes les commodités. À Ferkessédougou, où il est établi, ce siège est entrevu comme le symbole de la cohésion et de la paix dans la région du Tchologo. En sport, les éléphantes de Côte d'Ivoire se sont imposées 2-0 face au Taifa Stars de Tanzanie cet après-midi. C'était au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Akebi Frédéric Abrogois et Ida Rebecca sont les deux buteuses de la sélection ivoirienne. Une belle victoire qui permet aux filles de Tour et Clémentine d'aborder sereinement la manche retour prévue le mardi 26 septembre 2023 en Tanzanie. Après le football, place au cyclisme. La 5e étape du 29e Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation, a eu lieu ce jeudi dans la ville de Yamoussoukro. Les éléphants de Côte d'Ivoire et les étalons du Burkina Faso luttent pour le maillot jaune de leader. Salif Ouattara. 7 km à parcourir du Zufwa, soit 126 km. Parcours du circuit fermé de Yamoussoukro. Un circuit qui nécessite beaucoup d'énergie car les montées sont assez longues.
Pour ne pas s'épuiser, les éléphants et les étalons restent dans l'arrière-peloton. L'objectif étant la conquête du maillot jaune de leader pour ces deux nations. C'est au troisième tour que les vraies ambitions vont se dessiner. Le jeune malien Yaya Diallo et l'ivoirien Cissé Isiaka se détachent du peloton. À l'arrivée, c'est le sprinter Yaya Diallo qui offre au Mali sa première victoire d'étape sur ce tour, avec un chrono de 3h26 minutes 18 secondes. J'ai fait beaucoup de tours de Côte d'Ivoire, je n'ai pas gagné. Cette année, j'ai eu la chance pour gagner une étape. Je suis content. Je souhaite que vraiment l'année prochaine, que la finale même puisse être à Yamoussoukro. Et nous, en tant qu'autorité, on va s'organiser pour offrir la meilleure finale du cyclisme de Côte d'Ivoire à la Fédération ivoirienne. Unique la plus convoitée, le maillot jaune des leaders reste détenu par la Côte d'Ivoire avec son capitaine Abou Sanogo qui n'a plus d'écart sur son poursuivant direct, le Burkinabé Rawende Mokaïla. En diplomatie, le Royaume d'Arabie Saoudite célèbre demain sa fête nationale en prélude à la commémoration de ce 93e anniversaire de l'unification du Royaume. Son ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire a accordé une interview à la RTI. Les bonnes relations de coopération entre les deux pays étaient au cœur des échanges. Assitan Diarra, Pargasso Rokone de Madongui. C'est demain 23 septembre que l'Arabie Saoudite va commémorer les 93 ans de l'unification du Royaume. À la veille de cette fête nationale, son ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire a, au cours d'une interview, mis en lumière les bonnes relations d'amitié et de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. On a parcouru plusieurs domaines de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'organisation du Hajj, précisément à travers l'initiative La Route de la Mecque, et dans le domaine aussi humanitaire, dans le domaine de développement également. Je voulais ajouter à cela également la coopération dans le domaine politique, que ce soit au niveau bilatéral entre les deux pays et au niveau multilatéral au sein des organisations internationales. Saad bin Bakeat Al-Khatami n'a pas manqué de féliciter le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement pour le succès du projet Tariq Maka ou Route de la Mecque. Cette initiative rend facile les choses aux pèlerins. L'initiative, selon ma connaissance, sera continuelle. Et les spécialistes des deux parties, ils sont en contact permanent et les préparatifs vont débuter pour le prochain Hajj également. C'est le 23 septembre 1932 qu'un décret royal émis par le roi fondateur du Royaume de l'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ben Abdelrahman Al Saoud, fut publié pour annoncer la nouvelle appellation remplaçant ainsi les États du Nejd et Hejaz. L'actu en bref nous conduit tout droit en Libye, en Centrafrique et au Canada. Les autorités de l'Est de la Libye ont annoncé l'organisation le 10 octobre prochain, dans la ville de Derna, dévastée par des inondations meurtrières, d'une conférence internationale pour sa reconstruction. Le gouvernement invite la communauté internationale à y participer pour présenter des projets modernes et rapides pour la reconstruction de la ville. François Bozizé, ancien président de la Centrafrique et chef en exil de la principale coalition rebelle, a été condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité à Bangui, notamment pour complot et rébellion. 2 de ses fils et 20 autres co-accusés, dont des chefs rebelles importants, ont aussi été condamnés pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et assassinat. Volodymyr Zelensky est au Canada, 2e pays au monde après la Russie à compter la plus grande diaspora ukrainienne. Depuis l'invasion russe, Ottawa lui apporte son soutien indéfectible et renouvelé. Après ses escales à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies, puis à Washington, où il a été reçu par le président Biden et par le Congrès, le président ukrainien poursuit sa quête de soutien avec cette visite non annoncée au Canada. Et Régis Kofi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous.